Berguignan à Évreux. Et donc, il est en France. Le docteur Edingo a fait ses études et il est diplômé des cliniques universitaires de Kinshasa en 2018. Et ensuite, il a continué sa formation en médecine spécialisée à l'université de Rouen. Il est détenteur de multiples DU. Donc, aujourd'hui, nous avons affaire à un multispécialiste. Il a un diplôme en neuroradiologie diagnostique et thérapeutique délivré par la Sorbonne. Il a un DU d'imagerie digestive de l'Université d'Angers. Il a un diplôme interuniversitaire de radiologie et d'imagerie diagnostique du système nerveux central, de l'imagerie ostéo-articulaire en couple, et il a également une formation en neuroradiologie qu'il a obtenue au CHU de Rouen. Il est notamment membre de plusieurs sociétés savantes, dont les plus importantes, la SFR et la Socorad, n'est-ce pas? Et donc voilà, ici aujourd'hui, donc c'est lui qui va nous entretenir sur l'évaluation scanographique et le diagnostic et l'évaluation scanographique de la pancréatite aiguë. Pour nous aider dans le débat, il y aura le docteur Batoumona Blaise qui lui est docteur diplômé également de l'Université de Kinshasa en chirurgie, médecine et accouchement, et il a eu sa spécialisation en médecine interne à l'Université de Kinshasa, et il a complété cette formation par un diplôme en hépato-gastro-entérologie à l'Université Paris 7. Ensuite, il a complété également par un DU en oncologie digestive et échographie abdominale à Paris 5. Il est également détenteur d'un diplôme de spécialiste en proctologie médico-chirurgicale. Et donc, comme l'a dit le docteur Mata, nous avons une belle brochette de gens ce soir pour pouvoir nous entretenir sur le sujet. Actuellement, donc, le docteur Batoumone exerce à l'Université de Kinshasa et en privé. Donc voilà, je pense que nous sommes à 60 personnes. Nous allons donc pouvoir démarrer. Docteur Johnny, à vous la parole. Nous sommes tout oui pour vous suivre pendant 7 heures de cours. Merci beaucoup. C'est bon, le partage d'image? Oui, moi je l'ai en tout cas. D'accord. Bonsoir à tous et merci au professeur Mata de m'avoir proposé de parler ce soir en fait, sur l'imagerie digestive et essentiellement sur la pancréatite, parce que la pancréatite aiguë, ça reste quand même une pathologie qu'on voit fréquemment dans les services des urgences pour ceux qui prennent de garde en radiologie. Et c'est une pathologie qui paraît à la fois simple et difficile parce que, comme disait Sandra tout à l'heure, donc évaluer sa sévérité, elle est très importante parce que ça peut conduire un patient en réa et puis on verra plus tard aussi dans les images que le risque de mortalité est très élevé. Donc, on va commencer par un bref rappel anatomique, en fait. On voit que le pancréas, qui est à la fois un organe qui est intra-érythropéritonéal, hein, qui a beaucoup de rapports anatomiques. Donc ici, on voit qu'il y a un rapport avec le duodénum et là, avec beaucoup de structures vasculaires. Là, nous avons le transporte avec la veine mésentérique supérieure et puis la veine splénique. Ici, l'artère mésentérique supérieure. Et le pancréas est à la fois une glande endocrine et exocrine, ce qui est la partie endocrine participe dans le métabolisme des glucides avec l'insuline et le glucagon. Et puis une partie exocrine, en fait, une fonction plutôt exocrine qui participe dans la digestion, en fait, donc avec le suc pancréatique. Le pancréas est un organe qui a un aspect lobulé, qui a 4 parties. Donc, nous avons une partie, la portion céphalique, nous avons l'isthme pancréatique, nous avons le corps et puis nous avons la queue. Donc, il y a des repères anatomiques pour pouvoir distinguer toutes ces portions. En imagerie, ce qui va nous aider au plus, ce sera les rapports avec les vaisseaux. Donc, on a l'artère gastro-duodénale d'un côté, on a la veine mésentérique de l'autre, l'artère mésentérique supérieure et puis l'artère splénique. Donc, le premier repère, on tracera en fait une ligne qui unit en fait, l'artère gastro-duodénale au bord droit de la veine mésentérique supérieure, qui finira la tête. Et puis, nous aurons une ligne verticale qui viendra ici, qui est tangent à la veine, au bord droit de la veine mésentérique supérieure, qui va délimiter la tête
et le crochet pancréatique. Une seconde ligne qu'on va tracer sera une ligne qui sera parallèle à la première et elle qui sera tangente au bord gauche de la veine mésentérique supérieure, donc qui va délimiter l'isthme. Et puis après, nous avons la dernière ligne ici qui vient croiser l'artère splénique qui vient croiser le bord supérieur du pancréas, donc qui va séparer le corps et la queue du pancréas. Donc, ce sont les différentes lignes qu'on voit ici avec l'artère gastro-duodénale, la veine mésentérique supérieure, et puis donc on a le corps, la tête, pardon, l'isthme et le corps. Donc, le pancréas, il est visible dans les différentes modalités. Donc là, nous avons une coupe transversale échographique. On voit la portion céphalique avec le corps et la portion caudale. Bien que l'échographie est l'examen le moins utilisé pour l'exploration du pancréas, parce que ça reste quand même un examen qui est patient dépendant, qui est opérateur dépendant, en sachant que le pancréas n'est pas toujours accessible en échographie, peut être gêné par une abondance des gaz digestifs, donc un important météorisme peut gêner l'exploration du pancréas. Et là, nous avons une coupe scanographique axiale, donc avec une visualisation du pancréas, et aussi on peut explorer le pancréas avec une IRM, que je n'ai pas mis ici. Donc, le pancréas, il est drainé, donc avec des canaux, en fait. On a le canal pancréatique principal qui parcourt la totalité du pancréas, donc il reçoit beaucoup de collatéral. Son diamètre moyen, il est 30 mm, donc avec beaucoup de variations. Et il croise, au fait, le canal cholédoque au niveau de l'ampoule de Vater, donc là où les deux sont drainés au niveau du sphincter d'Oddi. Là, c'est une image, une coupe IRM. Ici, on sait suivre le canal pancréatique principal qu'on suit, qu'on voit très bien, et qu'on voit aussi ici sur des reconstructions coronales en MINIP. On voit très bien le canal pancréatique. On voit jusqu'à son abouchement au niveau de l'ampoule de Vater, et là, il croise la voie biliaire principale. Et cette coupe et cette disposition, elle est très importante parce que… Vite, c'est quoi ton numéro? Mais recharge pas vite. Cette coupe, elle est très importante parce que pour ceux qui font souvent du scanner, de l'imagerie digestive, les localisations des lésions à ce niveau ici peut entraîner des dilatations et de la voie biliaire principale et du canal pancréatique principal. Donc, dans certaines pathologies, donc surtout dans les pathologies tumorales, où on a des tumeurs de la tête du pancréas, donc on s'aide souvent avec ce qu'on appelle la dilatation bicanalaire, donc avec une localisation au niveau de la portion céphalique. Donc, il existe des variantes, mais je parlerai plutôt ce soir du pancréas divisum, en fait, qui est une variante qui est importante dans la pathologie du jour, parce que c'est ce qu'il faut souvent rechercher dans les pancréatites aigus. C'est une variante qui est que le pancréas ventral et le pancréas dorsal sont drainés séparément. Donc, le pancréas ventral est drainé par le canal de Wirsung, par le canal pancréatique principal, et le pancréas dorsal, lui, sera drainé par le canal de Santorini. Donc, il fait qu'au lieu d'avoir cette coupe, parce que je reprends la même image qu'on avait sur la diapositive précédente, où on voit bien notre voie biliaire principale qui vient croiser le canal pancréatique principal au niveau de l'ampoule de Vater. Ici, par contre, on voit le canal pancréatique principal croiser plutôt la voie biliaire principale et ne se rejoint pas du tout au niveau de l'ampoule de Vater. Donc, cette variante s'associe beaucoup, surtout de fibrose du canal de Santorini et qui peut être responsable vraiment de poussées de pancréatite aiguë. Donc, en cas de pancréatite aiguë, dans le bilan étiologique, on recherche toujours un pancréas divisum. Donc, il y a plusieurs types de pancréas divisum. Donc, on a le type le plus fréquent, c'est le type 1, où on a le canal dorsal qui draine le pancréas ventral et puis le canal ventral qui draine le pancréas dorsal. Et puis, nous avons d'autres variantes avec une absence du canal ventral et une autre variante avec le type 3 qui est beaucoup moins fréquent, avec une communication entre le canal dorsal et le canal ventral, mais avec un canal qui n'est pas fonctionnel. Donc, la pancréatite aiguë est une maladie inflammatoire
donc qui est due à une autodigestion du parenchyme pancréatique par des enzymes protéolytiques, donc qui va entraîner beaucoup de phénomènes. Donc, le premier, c'est déjà une nécrose du tissu adipeux, nécrose du parenchyme, et sur le plan systémique, on aura des cascades inflammatoires donc, via la circulation des cytokines, et tout ça va entraîner une hypoperfusion vasculaire avec une augmentation de la perméabilité capillaire. Donc, cette augmentation de la perméabilité capillaire donc, va entraîner une fuite vers le secteur donc, extracellulaire. Donc, on verra plus tard hein, dans les différents signes, on verra qu'on a beaucoup de collections, on a beaucoup d'épanchements dans la pancréatite aiguë. Donc, dans les pays occidentaux, on a des causes les plus fréquentes, c'est une origine lithiasique et puis alcoolique. Donc 80%, donc chez 8 patients sur 10 qui vont se présenter avec une pancréatite aiguë, ce sera soit sur une lithiase ou soit d'origine alcoolique. Et puis, nous avons des causes qui sont beaucoup plus rares, donc des causes tumorales, des causes iatrogènes, des causes médicamenteuses et encore d'autres causes qui seront encore beaucoup plus rares comme métaboliques, infectieuses et génétiques. Donc, les patients, nous, systématiquement, donc, quand on a des suspicions de pancréatite aiguë, on cherche toujours déjà à éliminer une origine lithiasique et puis une origine alcoolique. Ce sont les causes les plus fréquentes. Donc, l'incidence est de 22 pour 100 000 habitants, donc soit 11 000 cas par an, donc c'est beaucoup, avec l'âge moyen de 54 ans. On voit que la mortalité globale, elle est quand même importante, hein, donc 3 à 7%, avec 15 à 30% pour les formes nécrosantes. Donc, c'est très, très, très important, surtout de reconnaître les formes nécrosantes parce que le taux de mortalité est quand même très élevé. Donc, la pancréatite, elle évolue en 2 phases. Donc, nous avons une phase qui est précoce et une phase qui est tardive. La phase précoce, elle correspond à tout ce qui va arriver lors de la première semaine. Donc, avec une défaillance viscérale qui peut être transitoire, donc quand elle fait moins de 48 heures, ou qui peut être persistante. Alors que la phase tardive, donc, c'est tout ce qui va arriver au-delà de la première semaine et qui peut durer des semaines, voire des mois. Donc, et le diagnostic de la pancréatite aiguë est posé sur 3 critères. Donc, il faut qu'il y en ait au moins 2 sur 3. Donc, une douleur abdominale évocatrice, donc épigastralgie avec irradiation postérieure, une élévation de la lipase supérieure à 3 fois la normale. Donc, l'amylase, actuellement, on ne tient plus vraiment compte dans les critères diagnostiques de la pancréatite. Hein. Donc, et puis, nous avons des anomalies caractéristiques à l'imagerie, que ce soit au scanner, en échographie et en IRM. Sachant que bien que le scanner reste toujours l'examen de référence parce que l'accessibilité en urgence et puis une très, très bonne exploration du pancréas par rapport à l'échographie, mais même une suspicion de pancréatite en échographie reste quand même un des critères aussi. Donc, la place de l'imagerie dans la pancréatite a été définie par le consensus d'Atlanta, qui a été révisé en 2012. Et puis, les indications du scanner initial, donc à moins de 48 heures, c'est quand on a un doute diagnostique. Donc, on ne sait pas trop, il n'y a pas une clinique qui est parlante de pancréatite. Quand on a une confirmation de la sévérité, ou quand le patient ne répond pas aux traitements initiaux, ou quand il y a une détérioration de l'état clinique. Sachant qu'on verra beaucoup plus loin que la pancréatite, le scanner n'est jamais fait à moins de 48 heures pour évaluer la sévérité. Donc, le scanner initial, il est vraiment fait en cas de doute diagnostique. Au moment où on a des appels de l'urgentiste, il ne sait pas trop ce que c'est. Il pense souvent soit c'est une ischémie mésentérique, il pense à une occlusion intestinale ou même il recherche un foyer infectieux et on tombe sur une pancréatite. Donc, le diagnostic de sévérité est évalué avec le score clinico-biologique de Marshall modifié qui tient compte de défaillances respiratoires, des défaillances cardiovasculaires ou rénales. Après, il y a aussi le syndrome de réponse inflammatoire systémique qui est aussi très utilisé et qui peut aussi participer à diagnostiquer une pancréatite, donc un patient qui vient avec un état quand même clinique inquiétant. Donc, tout ça va nous permettre de définir les différentes formes de pancréatite, entre les pancréatites graves et les pancréatites peu graves. Donc, les pancréatites peu graves, c'est-à-dire une pancréatite sans défaillance d'organes, c'est important parce que c'est un patient à qui on ne fera pas d'imagerie initiale systématique.
Alors que les pancréatites modérément graves ou les pancréatites graves, donc qui s'associent avec une défaillance viscérale, qu'elle soit transitoire ou persistante, va nécessiter une imagerie. Et le meilleur moment pour réaliser le scanner, c'est entre 72e et 96e heure, donc entre 3e, 4e jour. Pas trop tôt, parce que le problème de réaliser le scanner beaucoup trop tôt, on risque de sous-estimer l'étendue de la nécrose. Et ça, c'est soit de sous-estimer l'étendue de la nécrose, ou même, on verra beaucoup plus loin, de diagnostiquer de fausses pancréatites nécrosantes alors que c'est juste un scanner qui a été réalisé beaucoup trop tôt. Donc, l'idéal, c'est vraiment de réaliser entre 72e et 96e heure, donc entre 3e et 4e jour, voire 5 jours, parce qu'il y en a certains qui vont jusqu'à 5 jours, donc mais pas moins de 3 jours, c'est très important. Donc, la conférence d'Atlanta révisée a défini 2 types de pancréatite. Donc, nous avons une pancréatite qui est œdémateuse, donc, ou œdémato-interstitielle, et puis la pancréatite nécrosante, donc qui représente 20 à 30% des pancréatites aiguës. Donc, qu'est-ce qui différencie les deux formes? En fait, on a la pancréatite nécrosante, donc déjà par le nom nécrosante, une pancréatite qui s'associe à de la nécrose, alors que la pancréatite œdémato-interstitielle, donc c'est beaucoup plus un élargissement du pancréas, du volume pancréatique dû à un œdème glandulaire. Donc, pour résumer cette première partie, donc, on dira que la pancréatite aiguë donc, a 2 phases, une phase précoce et une phase tardive. La phase précoce, c'est tout ce qui se passe à la première semaine, et la phase tardive, c'est tout ce qui va arriver après la première semaine, avec 3 niveaux de sévérité. Défaillance d'organes, donc pas de défaillance peu grave, défaillance de moins de 48 heures, donc une défaillance transitoire définit la forme modérée, et puis la défaillance de plus de 48 heures, donc une défaillance viscérale persistante définit la forme sévère. C'est important de connaître ces 3 niveaux de sévérité, parce que dans la forme peu grave, l'imagerie n'est pas systématique. Donc, et puis, toujours avec la nouvelle classification d'Atlanta, donc là définit 2 formes, la forme œdémateuse ou œdémato-interstitielle, et puis la forme nécrosante. Donc, en imagerie, quels sont les outils qui vont nous aider, en fait? Donc, déjà, pour tout ce qui est ASP, abdomen sans préparation, inutile. On n'utilise plus l'ASP, donc voilà, que ça sert à rien, pas d'ASP pour le bilan d'une pancréatite. L'échographie, il n'est pas recommandé pour le diagnostic, mais on a quand même gardé certains objectifs. Donc, le premier, déjà, c'est pour une origine biliaire. Donc, vu que c'est vraiment accessible dans l'urgence, nous, les patients qui viennent des urgences et qui ont suspecté une pancréatite aiguë, souvent l'urgentiste, il nous appelle, il nous demande est-ce qu'on peut nous faire une échographie déjà pour rechercher, éliminer une cause biliaire. Pourquoi? C'est très important parce que la cause biliaire, en cas d'un calcul obstructif, on peut déjà agir et puis faire une CPRE ou avec sphinctérectomie et tout pour aller retirer s'il y a un calcul enclavé. Et puis l'échographie va nous aider aussi à rechercher des signes de dysmorphie hépatique qui peut orienter vers une origine alcoolique, la présence de stéatose, donc de graisse au niveau du foie. Donc quand on voit cet aspect hyper-échogène au niveau du foie, qui peut nous orienter justement vers cette stéatose et nous dire que non, on est peut-être en face d'une pancréatite d'origine alcoolique. Et je répète encore ce qu'on a dit, vous avez chez 8 patients sur 10, la probabilité que ce soit une origine biliaire ou une origine alcoolique. Donc, ce sont les origines les plus fréquentes, donc il ne faut surtout pas les louper. Donc, la sémiologie échographique, elle est difficile. Une échographie pour la pancréatite, c'est vraiment difficile parce que voilà, il y a de l'iléus paralytique. Mais qu'est-ce qu'on recherche? On recherche quand même donc, les mêmes signes, donc les signes d'inflammation. Un pancréas qui est hypertrophié, donc le pancréas, il est augmenté de volume, il est hypoéchogène avec du liquide libre. Donc, c'est liseré, un échogène qui représente le liquide libre tout autour du pancréas, donc peut nous orienter. Et puis, avec la présence de collection qu'on voit ici, peut aussi nous orienter. Mais ça reste quand même très difficile. Donc là, on a du liquide, voilà, toujours ces liserés hypoéchogènes en péripancréatique. Cette collection, on regarde de la loge pararénale, donc on voit ici en hypoéchogène, encore une autre petite collection. Mais en échographie, ça reste quand même
pas facile. Donc, l'examen de référence reste le scanner. Donc, le protocole, c'est de discuter, mais ce que nous faisons ici, ce que nous, on fait dans notre service, c'est 3 hélices, essentiellement pour le premier bilan. Donc, la première hélice, on l'a fait sans injection, mais qui est une hélice qui est centrée sur l'abdomen. Donc, qu'est-ce qu'on recherche sur l'hélice sans injection? Donc, on va rechercher des calculs essentiellement, si la présence des calcifications pancréatiques ou si la présence de nécrose et hémorragique. Et la seconde hélice que nous faisons, c'est une hélice qui est autant artérielle, donc à la phase pancréatique, qui n'est pas obligatoire, hein, vraiment pour les pancréatites aiguës, parce qu'il y en a certains qui font que l'hélice sans injection et l'hélice au temps portable. L'hélice à la phase pancréatique, nous le faisons déjà pour éliminer tout ce qu'il y a comme complications vasculaires, complications artérielles, et aussi, parfois, si on tombe sur une cause tumorale sous-jacente qui peut, avec la phase pancréatique, nous aider à le voir. Et puis, nous avons une hélice abdominopelvienne au temps portal, donc à 70 secondes. Et ça, c'est l'hélice qui nous permettra justement d'analyser le rehaussement optimal du parenchyme hépatique et aussi toutes les collections et tout ce qu'il y a comme cascade inflammatoire autour du pancréas. Alors, quels sont les objectifs pour ne pas rester perdu? Parce que ça reste un scanner, donc il faut avoir des objectifs d'analyse pour savoir ce qu'on cherche et ce qu'on va définir à la fin. Donc, il faut d'abord savoir reconnaître le type de pancréatite. Est-ce que nous sommes en face d'une pancréatite œdémato-interstitielle ou œdémateuse, une pancréatite nécrosante? Reconnaître le type de collection, parce qu'on verra que ce n'est pas les mêmes types de collections quand on est en face d'une pancréatite œdémateuse ou une pancréatite nécrosante. Rechercher une éventuelle cause, si c'est visible ou pas, et puis évaluer la sévérité. Et enfin, on va rechercher les signes de complications. Ça, ce sera le sujet qu'on verra la semaine prochaine. Donc, premièrement, est-ce qu'il s'agit d'une pancréatite? Oui, il s'agit d'une pancréatite. Est-ce que c'est les œdémateuses ou elle est nécrosante? Et puis après, est-ce que j'ai des collections? Ce sont des collections qui sont plus nécrosantes ou ce sont des collections qui sont beaucoup plus liquidiennes? Est-ce que j'ai une cause? Est-ce que j'ai un calcul obstructif? Est-ce que j'ai des causes qui m'orientent vers une origine lithiasique, vers une origine alcoolique? Est-ce que j'ai des causes beaucoup plus rares? Donc, est-ce que c'est possible? Et à la fin, il faut évaluer la sévérité parce que c'est très important d'évaluer la sévérité du patient parce qu'on verra que dans les pancréatites de forme grave, les risques de mortalité, elle est très élevé. Donc, reconnaître le type de pancréatite, très important, parce qu'on disait tout à l'heure que la mortalité elle est très élevée pour les formes nécrosantes et encore plus lorsqu'elles sont infectées, et puis que les formes nécrosantes présentent un haut risque d'infection. Mais à la phase précoce, il est vraiment très difficile de parfois différencier ces deux formes, parce qu'on disait tout à l'heure que faire le scanner entre le 3e jour, 4e jour, voire 5e jour, optimiser en fait l'analyse. Alors que quand on le fait de façon beaucoup trop précoce, on a un risque quand même de faux négatif, qui est quand même important. Donc la recherche de nécrose pancréatique, elle est appréciée par le rehaussement du parenchyme. Donc, c'est quoi la nécrose pancréatique? Donc, elle se définit comme étant l'absence de prise de contraste après injection intraveineuse. Donc, d'où l'importance d'avoir une hélice sans injection. Parce que pour pouvoir dire que le pancréas ne s'est pas rehaussé, il faut avoir une hélice sans injection. Et puis, avec l'hélice injectée, on se regarde si le pancréas est rehaussé. Mais est-ce qu'il y a une façon objective d'apprécier? Oui. On prend son ROI. Si ça c'était une hélice sans injection, donc je prends mon ROI, je le passe sur le parenchyme pancréatique, je vois avant injection, normalement le parenchyme pancréatique il est entre 40 et 50, et puis après je replace mon ROI après injection de contraste, je vois si le parenchyme il se rehausse, et normalement le parenchyme pancréatique optimal il se rehausse entre 100 et 155. Et l'absence de prise de contraste est définie comme un rehaussement de moins de 30 unités en SFIL. Donc, je mets mon ROI sur le pancréas sans injection, j'ai 40. Je remets mon ROI sur la partie injectée et je vois que j'en ai que 60. Un rehaussement autour de 20, il n'est pas significatif, donc je suis en face d'un défaut de rehaussement. Et là, c'est un exemple entre une pancréatite œdémateuse, donc on voit que le rehaussement, il est homogène. On voit qu'il n'y a pas de zone dans le pancréas qui est noire, donc où il n'y a pas de rehaussement, alors qu'ici, on voit que notre pancréas, une grande partie de notre pancréas n'est pas rehaussé. Donc, il est globalement hypodense. Là, c'est le pancréas, le parenchyme, il est rehaussé. Et juste à côté, on a un parenchyme qui est globalement hypodense. Donc là, nous sommes en face d'une pancréatite nécrosante.
Donc, c'est important de pouvoir faire la différence parce que le pronostic n'est pas le même. Donc, entre une pancréatite qui est œdémateuse et une pancréatite qui est nécrosante. Donc, pour se répéter, donc, absence de rehaussement moins de 30 UH, donc 30 unités en field. Cette absence de rehaussement peut être focale ou peut être diffus. Ça peut être une partie du pancréas et ça peut être tout le pancréas. Et là, c'est très, très grave. Et cette nécrose, elle peut être intrapancréatique ou elle peut être autour du pancréas. Donc là, on a notre forme œdémateuse qui a un rehaussement beaucoup plus homogène. Donc, il n'y a pas de zone de défaut de rehaussement. Là, on a tout ce qui est remaniement inflammatoire autour du pancréas. Donc, on a l'infiltration péripancréatique avec un peu de liquidité. Donc là, pareil, on a un peu de liquide. On regarde du face pararénal antérieur. Ici, pareil aussi, un peu d'infiltration jusqu'à l'arrière-cavité des épiplans. On regarde du face pararénal antérieur. Et quand on compare avec la pancréatite nécrosante, on voit que là, où c'était homogène, ici, on a des zones qui est carrément en défaut de rehaussement. Quand je vois ma portion caudale ici et je compare avec ma portion céphalique ici, je vois que là, le rehaussement il est satisfaisant. Et là, tout au milieu, il n'y a plus rien, c'est hypodense, donc c'est une pancréatite nécrosante. Donc, il existe des formes particulières de nécrose qu'il faut connaître parce que ça peut être très, très embêtant, ce qu'on appelle l'étoupe pancréatique. Donc, c'est une nécrose qui peut être pseudonodulaire, qui, au niveau, surtout, on le localise surtout au niveau du grand épiplan, et qui donne cette forme un peu micronodulaire. Et là, on peut être très embêté parce qu'on peut penser à des lésions de carcinose péritonéale. Donc, c'est une forme qu'il ne faut pas méconnaître, donc, qui est une nécrose pseudonodulaire. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc une prise de contraste hétérogène, quand elle est beaucoup trop précoce, ne permet pas de parler de nécrose. Sur cette image, on a le même patient qui fait un scanner à 24 heures, un scanner à 48 heures et un scanner beaucoup plus tardif, donc à 5 jours. Ici, à 48 heures, on voit que le pancréas il est très hétérogène avec des zones hypodenses. On peut se dire, notre patient est en train de nécroser. Donc, Johnny nous a dit, on met le ROI là, on met là 30 unités en suite. Et quand on met là, on se dit, ouais, c'est hypodense, pancréatite nécrosante. En fait, non, on est beaucoup trop précoce et la prise de contraste, elle est hétérogène, donc peut simuler des fausses pancréatites nécrosantes. Donc, alors qu'ici, à 5 jours, chez le même patient, on voit que le rehaussement il est beaucoup plus homogène, donc c'était juste un temps beaucoup trop précoce. Bon, dès qu'on a défini, donc on sait reconnaître, on s'est dit que c'était une pancréatite œdémateuse, d'un côté pancréatite nécrosante, mais après, il faut rechercher les collections. Et leur type de collection, il faut savoir les différencier. Dans la pancréatite œdémateuse, donc nous avons des collections qui sont beaucoup plus liquidiennes, donc péripancréatiques, et dans la pancréatite nécrosante, on a des collections aiguës nécrotiques. Et dans la chronicité, donc nous avons ce qu'on appelle ces mêmes collections deviendront des pseudokystes ou des faux kystes, et dans le cas de pancréatite nécrosante, ce sera des collections, ce qu'on appelle des nécroses organisées. Donc, le délai, c'est 4 semaines. Donc, la phase aiguë, nous sommes à moins de 4 semaines, définit les collections liquidiennes aiguës péripancréatiques, des collections aiguës nécrotiques. Et au-delà de 4 semaines, on parle de pseudokystes ou de faux kystes pancréatiques et de nécrose organisée. Comment les reconnaître? Ça, en pratique, c'est parce que ça soulève toujours des débats. Mais nous, en pratique, ce que moi j'ai dit souvent aux internes, ce que je fais, la première chose, c'est de placer mon ROI. Donc, je passe mon ROI sur la collection et je regarde si c'est une densité qui est liquidienne. On se dit que c'est une densité, normalement, elle est hydrique, donc sa densité doit être moins de 20 unités en suite. Donc, et là, dès que je passe mon ROI, moins de 20 unités en suite, je sais que c'est une collection aiguë péripancréatique. Et quand je place mon ROI, je suis à plus de 20 unités en suite, en sachant que les collections dans la pancréatite nécrosantes, donc elles sont hétérogènes, c'est des densités non liquidiennes, donc elles ont une densité qui est beaucoup plus élevée que les collections aiguës péripancréatiques. C'est cette astuce que l'on utilise en pratiquant, parce que sinon, c'est déjà compliqué. Et même ça nous aide aussi parfois, parce qu'on a dit que la pancréatite nécrosante, elle peut être intrapancréatique ou péripancréatique. Donc, quand on a des collections qui sont tout autour du pancréas qui font plus de 20 unités en suite, donc ça nous rend vraiment beaucoup plus pour une pancréatite
nécrosante avec une nécrose péripancréatique. Donc là, on a deux types. Donc au-delà de 4 semaines, on parle de faux kystes pancréatiques, donc de pseudokystes, c'est des collections qui sont homogènes, densité hydrique. On insiste beaucoup sur la densité, donc c'est une densité qui est hydrique, donc qui est limitée par une paroi, donc adjacent au pancréas. Par contre, des collections liquidiennes dans la pancréatite œdémateuse, elles ne sont jamais intrapancréatiques. La différence avec les collections nécrotiques qui sont soit intrapancréatiques ou extrapancréatiques, et ce qui explique parce que même cette nécrose qui peut se transformer en collection dans le temps, donc qui aura une localisation intrapancréatique, alors que dans la pancréatite œdémateuse, donc on n'a pas de nécrose ou qu'on n'a pas de collection intrapancréatique. Et au-delà de 4 semaines, cette nécrose donc, va s'organiser, et ce qu'on appelle la nécrose organisée, mais toujours un aspect hétérogène et une densité non liquidienne, pure, donc qui ne sera pas inférieure à 20 unités en SFID, donc avec une paroi, donc localisation intra- ou extrapancréatique. Donc en pratique, donc là, on a le cas d'une pancréatite œdémateuse, donc toujours ce rehaussement homogène, on vérifie, hop, il n'y a pas de zone de nécrose, non, il n'y a pas de zone avec un rehaussement fer à 30 UH. Et puis nous avons justement cette infiltration péripancréatique avec la collection qui est ici en face du fascia rénal, on regarde du fascia pararénal antérieur. On vient en place notre œil là, paf, densité 16, 17, ah non, c'est une collection liquidienne aiguë péripancréatique. Donc là, on a une diffusion au niveau des espaces rétropéritonéaux. Donc, pareil, pancréatite œdémateuse, on a toujours voilà, ce rehaussement qui est homogène du pancréas. Voilà. On a des collections tout autour du pancréas. On regarde du fascia pararénal antérieur. Je passe mon petit œil là, densité inférieure à 20 UH, donc collection aiguë, liquidienne, aiguë péripancréatique. Donc, intéressant aussi de voir les signes associés. Hein. Donc là, par exemple, je vois qu'on a un foie qui est globalement hypodense, on est en face d'une stéatose, on se dit, ben voilà, donc c'est peut-être une pancréatite qui est d'origine alcoolique. Donc, alors qu'ici, on a une pancréatite nécrosante, donc scanner sans injection, produit de contraste, scanner injecté. Aucune différence au niveau du parenchyme hépatique et pancréatique. Donc, globalement hypodense. On place le ROI là au niveau du pancréas. On replace le ROI ici après injection. On compare. Ici, il était à 40. On arrive là, c'est à moins de 30 UH de rehaussement, donc pas de rehaussement, donc pancréatite aiguë nécrosante. Pareil. Donc, on place notre ROI ici en sans injection. On revient, on place notre ROI sur les lys injectés. On regarde, est-ce qu'il y a eu un rehaussement? S'il n'y a pas de rehaussement, pancréatite nécrosante. Donc, et là, pareil pour les collections. On place en cas de nécrose aiguë. Donc, on aura une densité qui sera supérieure à 20 UH, alors qu'en cas de pancréatite œdémateuse, la collection elle aura une densité qui sera à moins de 20 UH. Donc, ce sont des petites astuces qui nous aident, au fait, à mieux nous en sortir, parce que avoir qu'une hélice injectée, et puis c'est dire, est-ce que c'est nécrosé, ou il y a eu un faible rehaussement, on se dit, est-ce que c'est une nécrose, c'est pas une nécrose, prendre la densité nous aide énormément, que ce soit pour les collections et pour le parenchyme pancréatique. Donc là, pareil, collection liquidienne aiguë péripancréatique. Donc on replace notre ROI, voilà, inférieur à 20 UH, donc d'origine, c'est une collection liquidienne. Et pareil, on regarde notre parenchyme pancréatique, est-ce qu'il est rehaussé, est-ce qu'il y a des zones de défaut rehaussement. Voilà, donc on les met, les signes associés, comme on disait tout à l'heure, voilà, par exemple, un foie qui est globalement hypodense, donc c'est un foie de stéatose, donc une oriente beaucoup plus vers une origine alcoolique. Voilà, encore un autre exemple de collection péripancréatique, là, au niveau de l'arrière-cavité des épiplans. Donc ici, on place notre ROI, collection inférieure à 20 UH, donc collection liquidienne. On va regarder le rehaussement. Est-ce qu'il y a des zones de défaut? Bon, c'est vrai qu'ici, on peut se dire que c'est des petites zones de défaut. Donc, il faut, avec le scanner, comme c'est en multiplanaire, donc il faudra bien explorer son pancréas dans les différents plans. Donc, et puis là, à distance, au-delà de 4 semaines, donc on a toujours une collection liquidienne homogène
avec une paroi. Donc, ça, nous sommes déjà dans le cadre de faux kystes, donc des pseudokystes du pancréas, donc au-delà de 4 semaines. Donc, pareil, hein, mais il existe aussi des cas où on a des faux kystes qui peuvent avoir un contenu non liquidien, surtout quand on a des kystes qui fistulisent aussi qui peut fistuliser au niveau de l'estomac, et ces kystes qui vont s'évacuer facilement, mais qui peuvent avoir aussi un contenu non liquidien. Donc, il faut toujours essayer d'évaluer les deux et ne pas tomber dans les pièges. Et là, nous avons des nécroses collectées. Donc, on a dit que c'est rarement homogène, c'est hétérogène. Donc, on place déjà visuellement, on s'est dit, cette zone ne correspond pas à ça. Là, c'est un peu légèrement hyperdense. Et dès que je place mon ROI ici, donc j'aurai une densité qui sera supérieure à 20 UH. Donc, ça ne peut pas être une collection liquidienne aiguë. Donc, ce sera une collection qui est beaucoup plus nécrotique. Et là, l'IRM, où on arrive à voir les différents types de signal, on voit qu'on a des débris dans la collection. Ce n'est pas une collection qui est homogène, donc c'est une nécrose qui est collectée. Donc, rien qu'avec la densité, placer un ROI nous aide beaucoup à faire la différence. Donc, après qu'on ait première étape, on a dit savoir reconnaître une pancréatite aiguë d'une pancréatite œdémateuse, une pancréatite nécrosante. La seconde étape, rechercher les collections, les types de collections. Et la troisième étape, c'est rechercher une éventuelle cause. Donc, les causes sont multiples, comme disait Sandra tout à l'heure. Donc, ce sera l'objet de plusieurs cours où on pourra discuter sur les différents types d'étiologie. Donc, connaître surtout les causes les plus fréquentes, donc une causes les biliaires et alcooliques. Et puis, le troisième groupe, ça reste les causes quand même tumorales. Donc, on a quand même des signes qui nous orientent. Donc, pour les calculs, dilatation de voie biliaire, est-ce qu'il y a une migration lithiasique, est-ce qu'il y a un enclavement, c'est important parce que ça va nécessiter un geste derrière. Et puis après, pour les calculs qui sont beaucoup plus petits, donc on recourt souvent à l'écho-endoscopie, surtout des calculs enclavés dans le bas cholédoque qui font moins de 3 mm. Est-ce qu'il y a des cholécystites aiguës? Est-ce qu'on peut évaluer aussi le score de Blamé? C'est parmi des scores qui nous aident. On va essayer de se dire, est-ce que l'origine peut être, c'est un score clinico-biologique, est-ce que l'origine pourrait être lithiasique? Et puis nous avons pour l'alcoolie, cause alcoolique, donc éliminer la dysmorphie hépatique et puis les stéatoses, c'est ce qui nous oriente. Pour les lésions tumorales, donc on verra, donc c'est souvent sur un processus expansif, une lésion hypodense, une dilatation canalaire, parce que dans tout ce qu'on a vu comme signe de pancréatite aiguë, j'insiste bien pancréatite aiguë, nous n'avons pas vu d'anomalie canalaire intrapancréatique. Donc, le fait de voir une anomalie canalaire dans une pancréatite aiguë, donc ça peut nous faire suspecter, est-ce que derrière, il n'y a pas une cause tumorale? Le fait d'avoir des métastases hépatiques associées, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas une origine tumorale avec des lésions secondaires hépatiques? Et puis après, nous avons d'autres causes. Donc, le score de Blamé, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un score clinico-biologique, c'est un score à points, donc qui nous permet en fait de nous orienter, de dire est-ce que ça pourrait être une origine lithiasique? Donc, on a l'âge, le sexe, phosphatase alcaline, alate et la millésémie. Donc, en cotant le nombre de points, donc quand on est à 5 points, donc on est à une probabilité d'une cause biliaire de 100%. Ce sont des scores qui nous aident, qui peuvent facilement nous aider à sortir du pétrin. Donc là, c'est un exemple, par exemple, d'un patient qui a une pancréatite avec une collection, mais là, quand on regarde tout autour, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? 2 petits nodules au niveau du foie, voilà, des lésions secondaires hépatiques. Là, on voit une dilatation du canal pancréatique principal. On a l'impression d'avoir une image ici qui bombe ici. Donc, une dilatation comme ça dans une pancréatite aiguë, voilà, rien à faire là. Donc, avec présence des métastases comme ça à côté, on se dit, voilà, c'est peut-être une origine tumorale. Pareil ici aussi, on a cette dilatation, voilà, avec probablement une lésion hypodense sur laquelle le canal pancréatique vient buter. Donc, la présence d'un canal pancréatique dilaté, une pancréatite aiguë, donc toujours faire un stade à rechercher une masse sous-jacente. Donc, quand on a recherché une éventuelle cause, on a pu déterminer le type de pancréatite, on a pu analyser le type de collection, mais après, il faut évaluer la sévérité. La sévérité, quand on l'évalue sur 2 plans. En fait, on va évaluer la sévérité selon l'inflammation et puis s'il y a oui ou non présence de nécrose.
Donc, il y a des scores qui nous aident. En fait, on a le score initial de Balthazar, donc qu'on utilisait avant et qui est maintenant le score CTSI, parce qu'actuellement, on a rajouté la notion de nécrose du parenchyme pancréatique. Donc, le score de Balthazar, c'était un score qui évalue plutôt l'inflammation. C'était un score qui était insuffisant parce que nous avons vu tous ensemble dans les images qu'il n'y a pas que l'inflammation. Et puis, ce qui joue beaucoup plus sur le pronostic, c'est la nécrose. Et l'ancien score de Balthazar n'évaluait pas la nécrose. Donc, nous avons l'inflammation d'un côté, la nécrose de l'autre. Un pancréas normal, donc on dit que le pancréas peut être normal en imagerie. Donc, il sera côté A, donc 0. L'élargissement peut être diffus ou focal du pancréas. Donc, en cas d'élargissement du pancréas, en cas d'œdème pancréatique, donc on sera à côté 1. Donc, l'infiltration péripancréatique, donc est classée Balthazar C, donc avec un score à 2, qui est la présence d'une coulée de nécrose, donc une collection sera côté 3. Et quand il y a au moins 2 collections, donc elle sera côté Balthazar E, donc un score à 4. Et pour la nécrose pancréatique, donc ça sera soit pas de nécrose inférieure au tiers, donc nécrose moins de 30%, nécrose entre 30 et 50, et puis nécrose supérieure à la moitié, donc ce sera côté 0, 2, 4, 6. C'est important parce qu'on voit que la mortalité elle est vraiment liée, et la morbidité, donc on voit qu'un score de 7 à 10, on a une mortalité de 17% avec une morbidité de 92. Donc, il est très, très, très important de faire une bonne évaluation de la sévérité de sa pancréatite pour, pour éviter d'augmenter les chances de survie de notre patient. Donc là, on refait le tour donc, des différents scores de Balthazar. Donc, on a le Balthazar A où le parenchyme pancréatique, il est normal. Là, nous avons le Balthazar B, donc on n'a qu'une hypertrophie du pancréas, on n'a pas de signe d'inflammation autour du pancréas, on n'a pas de collection à distance. Et puis là, nous avons le Balthazar C, où on a l'œdème pancréatique, on a l'infiltration péripancréatique, donc ce qu'on voit, cet aspect sale de la graisse autour du pancréas. Donc là, on a notre aspect normal de la graisse péritonéale. Et quand on arrive ici, on voit que la graisse, elle est infiltrée, donc elle est sale, elle est plus dense que la graisse normale. Et puis, dans le Balthazar D, on a la présence d'une collection, une seule collection, on a notre hypertrophie, notre infiltration péripancréatique, on n'a qu'une collection, donc c'est le Balthazar D, qui est classé donc 0, 1, 2, 3. Et puis après, ça, c'est le Balthazar E avec plusieurs collections. On peut avoir des collections péripancréatiques, voire même des collections à distance. Donc, après avoir revu ça, donc on va revoir encore une dernière fois et puis on va s'exercer un tout petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Balthazar, donc le score CTSI de Balthazar avait 2 parties. Donc, il évalue l'inflammation, puis il évalue la nécrose. Donc, l'inflammation, on a soit le pancréas est normal, donc 0, élargissement diffus et focal, ou focal, donc on est à 1. Infiltration péripancréatique, on est à 2. Coulée de pancréatite, une seule coulée, donc nous sommes à 3. Au moins 2 coulées, nous sommes à 4. Et concernant la nécrose, pas de nécrose, c'est 0. Nécrose de moins de 30%, nous sommes à 2. Donc, une nécrose entre 30 et 50, on est à 4. Et nécrose supérieure à 50, on est à 6. Donc, voilà, juste pour s'exercer, on a, si vous voulez réagir, vous pouvez réagir aussi. Hein, donc, envoyer des petits messages pour le score. Donc, on a, comme on a dit tout à l'heure, donc on a 2 parties et qu'on évalue l'inflammation. Donc, c'est de rechercher, est-ce que notre pancréas est normal? Je dirais, bon, non, il n'est pas normal. Il est hypertrophié parce qu'il est augmenté de taille. Donc, c'est la première chose. Est-ce qu'on a de l'infiltration péripancréatique? Oui. Donc, on voit que l'infiltration péripancréatique est là. On a tout autour, justement, cet aspect sale autour du pancréas. Donc, on a l'infiltration péripancréatique. Est-ce qu'on a au moins une collection? Bon, que sur cette coupe, hein, donc on ne va pas analyser tout le scan. Non, on n'a pas de collection visible. Donc, après, nous avons évalué notre inflammation. Donc, à ce niveau-là, nous sommes à une pancréatite type C, donc Balthazar C, avec une infiltration péripancréatique, donc sans coulée de nécrose.
On s'est dit que la sévérité ne s'est limitée pas qu'à l'inflammation, donc nous devons rechercher le signe de nécrose. Est-ce qu'on a une nécrose? On voit que le rehaussement du pancréas, il est plutôt homogène, donc on n'a pas de nécrose. Donc nécrose 0, Balthazar, donc index de sévérité, on est à 2. Donc Balthazar C, donc que l'infiltration péripancréatique, nécrose 0, index de sévérité 2. Donc on passe sur cette coupe ici de pancréas. Donc, est-ce que, donc, pareil, toujours même raisonnement, l'inflammation. Est-ce qu'on a des signes d'inflammation? Oui, le pancréas il paraît hypertrophié. On a une infiltration péripancréatique. On a un début de collection ici au niveau du fascia. On regarde du fascia pararénal antérieur. Donc, déjà, on avait dit un pancréas tuméfié, on était déjà dans Balthazar B. L'infiltration péripancréatique nous fait monter au C. Et la présence d'une collection fait monter à Balthazar D. Donc, déjà, c'est un score à 3, rien qu'au niveau de l'inflammation. Et puis après, on dit, est-ce qu'il y a de la présence ou pas de nécrose? On regarde, on se dit, bon, non, c'est plutôt homogène, rehaussement, il est satisfaisant, on n'a pas de zone de défaut de rehaussement. Donc, nous sommes à un index de sévérité à 3. Balthazar D, donc score 3, nécrose 0, donc index de sévérité à 3. Donc, troisième exemple encore, donc là, nous sommes, donc on regarde toujours dans le même, on reste toujours dans le même raisonnement. Donc, est-ce qu'il y a des signes d'inflammation? Oui, il y a des signes d'inflammation, parce que là, déjà, tout ce qu'il y a autour est infiltré, le pancréas est augmenté de volume. Alors, voilà, on voit qu'il y a un pancréas qui est un peu démacié avec l'infiltration péripancréatique. Deuxièmement, est-ce qu'on a la présence, oui ou non, de collection? Oui, on a une collection. Là, ici, on regarde du fascia, donc on regarde le fascia pararénal antérieur. Au niveau, et quand on descend beaucoup plus bas, au niveau de la racine du mésentère, on a encore une autre collection. Donc, ça nous fait au moins 2 collections. On avait dit au moins 2 collections, donc nous sommes à un Balthazar D, donc le score à 4. Donc, la prochaine question qu'on va se poser, est-ce qu'il y a de la nécrose ou pas? Donc, la nécrose, on revient voir notre pancréas, on se dit, ben, oui, quand même, parce qu'il y a un petit bout qui manque là, qui a l'air d'être noyé un peu avec la collection. Là, on a du mal à faire la différence entre la collection et le bout de pancréas qui reste là. Donc, oui, on a de la nécrose. Et cette nécrose, elle est estimée à combien? Donc, si on prend notre pancréas, on estime qu'il descend un peu plus jusque-là. Donc, c'est une nécrose d'environ 30 à 50%. Donc, on avait dit, pas de nécrose, on est à 0. Inférieur à 30%, nous sommes à 2. Entre 30 et 50, nous sommes à 4. Donc, ce qui nous donne inflammation 4, parce qu'on a au moins 2 collections. On a de la nécrose entre 30 et 50, donc notre index de sévérité est à 8. En sachant que plus l'index de sévérité est élevé, plus le risque de mortalité est très élevé. Donc, on continue de s'entraîner. Donc, pareil, on reste dans le même raisonnement, toujours le même raisonnement. Est-ce qu'on a des signes d'inflammation? Oui, on a des signes d'inflammation. Là, on a la portion caudale du pancréas qui paraît un peu tuméfiée. Et là, tout autour, on a de l'infiltration. La portion céphalique est un peu tuméfiée. Donc, on a de l'inflammation. Donc, déjà, le fait d'avoir cette infiltration, on monte à Balthazar C. Alors, est-ce qu'on a une collection? Oui, on a une collection. On voit on regarde du fascia pararénal antérieur. On a même un peu d'épanchement périhépatique. Donc, on a une collection. Donc, ça nous fait monter à Balthazar D. Donc, déjà, Balthazar D, on a dit la sévérité à ce niveau-là est à 3. Mais si on s'arrête là, on n'a pas répondu à la question. Donc, il faut savoir rechercher des signes de nécrose. Est-ce qu'il y a de la nécrose? Oui, il y a de la nécrose, parce que quand on regarde la portion céphalique ici, on voit que la portion caudale est là. On a un bout qui manque, mais ce bout, c'est bien le pancréas, c'est juste qu'il s'est pas rehaussé. Donc, on a un bout du pancréas qui est là, qui s'est pas rehaussé. Donc, on a vraiment de la nécrose. Et on s'est dit au tout début, pour s'aider, c'était juste de mettre un ROI au niveau de la série sans injection. On remet un ROI sur la série injectée. On regarde si la variation de densité est de plus de 30, si elle est de moins de 30. Donc, pas de rehaussement. Donc, on a une zone de nécrose. Et là, à ce niveau-là, donc, au moins 30-50% nécrose et la sévérité est estimée à 4.
Donc là, l'index de sévérité est à 7. Donc, chez ce patient, encore, est-ce qu'on a de l'inflammation? Oui, on a de l'inflammation. Parce que là, on voit qu'il y a une infiltration, de l'épanchement. On a eu l'impression d'avoir voilà, une collection ici. Donc, même là, à gauche, on a l'impression aussi d'avoir une collection un peu qui fuse aussi. Donc, on a au moins 2 collections qui fusent en péripancréatique. On regarde du face apparénal antérieur, gauche, droit. Bon, d'accord? Donc, déjà, au moins 2. On est déjà Balthazar E. Bon, maintenant, est-ce qu'on a de la nécrose? Bah, oui, parce que quand on regarde par rapport au premier patient, ce patient-là, on voit quand même notre parenchyme pancréatique qui se rehausse, un parenchyme pancréatique qui se rehausse ressemble quand même à ça. Et chez ce patient, on regarde, on voit qu'il y a, en fait, il n'y a rien qui se rehausse. Donc, on a une nécrose qui est très étendue, donc donc à plus de 50%. Donc, c'est un patient qui a un index de sévérité à 10. Donc, c'est un patient qui a un risque de mortalité quand même très, 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 très élevé. Donc, en résumé, en fait, la pancréatite aiguë reste une pathologie qui est potentiellement très grave et la prise en charge doit être vraiment pluridisciplinaire. Il ne faut pas hésiter à discuter avec le gastro-entérologue, pas hésiter à discuter avec le chirurgien viscéral si la nécessité s'impose. Et les radiologues ils jouent un rôle très important. Donc, le radiologue ne joue pas que le rôle dans le diagnostic, il joue le rôle de l'évaluation de la sévérité. Et puis, nous verrons aussi la semaine prochaine dans les complications. Donc, il peut aussi jouer un rôle dans la prise en charge des patients. Donc, il est donc très important de connaître les différents types de pancréatite, les différents stades de gravité, donc aigus, savoir classifier les collections et savoir rechercher les complications possibles. Donc, merci pour votre attention. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Merci beaucoup, Johnny. C'était vraiment très clair, très didactique et vraiment très, très intéressant. En tout cas, moi, je n'ai pas dormi, même si c'est quelque chose que je connais bien. Donc, c'était très bien. Alors, j'espère qu'il y a pas mal de jeunes gens qui sont là pour pouvoir poser des questions. Donc, j'attends les mains levées ou alors des messages dans la discussion. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. C'était tellement clair qu'il n'y a pas de questions apparemment. Ah oui, il y a le docteur, il y a deux participants là. On peut leur donner à Monsieur Botaka Esona. On va lui retirer. Allô? Vous pouvez y aller, Monsieur Botaka. Oui, merci beaucoup pour la présentation du docteur Johnny, c'était vraiment excellent. On a appris quand même beaucoup de choses. Mais j'aimerais quand même qu'il reprenne un peu, à nous expliquer un peu le rehaussement. S'il peut revenir, en fait, pour qu'on puisse vraiment mieux assimiler cela, parce que, bon, nous tous, on n'est pas radiologues, quoique on est là pour apprendre. Je crois que s'il peut quand même recommencer sur le rehaussement, là, je n'avais pas bien vraiment saisi. Et puis, deuxièmement, par rapport à nos réalités que nous vivons ici, moi je suis en Lubumbashi, en RDC. Alors, nous n'avons toujours pas accès facile au scanner et ni même à l'IRM. Et c'est toujours l'échographie qui nous renseigne. Alors, à votre présentation, je souhaite que vous mettez plus un accent sur les scanners. C'est vrai que l'exposé, c'est vraiment sur les scanners, mais si vous pouvez aussi nous aider, parce que nous devons aussi adapter notre prise en charge par rapport aux moyens que nous possédons. Et ici, chez nous, c'est plus. Donc, les équipements échographiques pour nous restent toujours les meilleurs parce que pour la plupart des malades que nous recevons, le scanner ne vient même pas. Ne vient pas et même quand on le demanderait, on ne l'aura pas. Donc, pour la prochaine présentation, essayez un peu de nous mettre aussi les éléments apprendre afin de s'améliorer. Mais pour le reste, c'était impec. J'ai vraiment aimé. Merci beaucoup, docteur. OK. Merci donc pour te répondre à la question, je pense.
Donc, par rapport à l'échographie et le scanner. Donc, déjà, je vais commencer par ça et puis après, on reviendra sur la densité. L'échographie, c'est certes un examen qui peut aider, mais qui est beaucoup, mais pour le pronostic, c'est vraiment compliqué. Déjà, on a dit que dans l'étape de la pancréatite, il fallait savoir reconnaître si c'était une pancréatite qui était plutôt édémateuse, une pancréatite qui était nécrosante. C'est difficile en échographie, déjà de faire cette différence. Et puis, même si on voulait s'aider avec de l'échographie de contraste, et là aussi, c'est toujours un peu difficile parce que l'échographie reste quand même un examen qui est patient et opérateur dépendant. Et déjà, l'exploration du pancréas, je pense que pour toutes les personnes qui ont eu à faire des échographies, hein, vous m'entendez? Oui. Pour toutes les personnes qui ont eu à faire des échographies abdominales, on sait que l'exploration du pancréas, il est très, très difficile en échographie. Donc, l'échographie peut nous orienter, nous aider dans les origines pour le diagnostic étiologique, surtout pour ce qui est biliaire et qui est d'origine alcoolique. Et peut-être pour certaines causes tumorales aussi possibles, si la tumeur au niveau de la tête du pancréas, mais c'est vraiment difficile pour explorer donc, les différents types de collections, leur étendue et les anomalies inflammatoires sur les parenchymes pancréatiques, c'est difficile d'évaluer en échographie. C'est vraiment très, très, très difficile. Donc, et pour la question à la densité, hein, donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, le scanner, pour ceux qui avaient suivi le cours qui ont suivi le cours de Sandra, je pense que c'était au mois d'août, au mois de juillet, qui avait parlé des techniques sur les scanners abdominaux. Donc, on a ce qui est en contraste spontané, on a le parenchyme pancréatique à une certaine densité, donc une densité qui est entre 40 et 50. Donc, après injection de contraste donc, qui va justement rehausser cette densité, si un patient qui a un fonctionnement normal, cette densité, elle augmente beaucoup. Donc, elle passe de 40 à 50. C'est une grosse augmentation. Alors qu'en cas d'un patient qui a une nécro justement au niveau du parenchyme, cette densité, elle n'augmente pas beaucoup, en fait. Donc, ce qui dit qu'en pratique, ce qui est beaucoup plus simple, surtout pour vous qui dites que vous n'êtes pas radiologue, en fait, c'est beaucoup plus simple de placer juste une petite roille, en fait, pour évaluer la densité au niveau du parenchyme sur notre hélice qui a été fait en contraste spontané et de remettre exactement la même mesure sur l'autre hélice qui a été fait avec injection en temps portal. Juste de comparer les deux densités pour voir est-ce que cette densité elle a augmenté ou elle n'a pas augmenté. Si elle n'augmente pas, donc, ou si elle augmente très peu, donc, comme on a dit tout à l'heure, de moins de 30, on dit que voilà, ce patient, il n'y a pas eu de rehaussement. Et si ça augmente de beaucoup, de plus de 30, on dit que le patient, il y a un rehaussement, donc il n'y a pas de nécrose. Donc, ça fait partie juste des astuces, en fait, pour reconnaître facilement une pancréatite nécrosante d'une pancréatite édémateuse. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Nous allons passer aussi la parole au docteur Batoumane qui nous donne un peu son point de vue de clinicien. Je ne sais pas s'il a des choses particulières à nous apporter en tant que pathologue, notamment peut-être avec le score de Blamé. Je ne sais pas si on utilise ça sur place à Kinshasa. Ouais. Alors, d'accord. Merci beaucoup pour la parole. Salut Johnny, j'espère que tu vas bien. Il ne fait pas trop froid là-bas. Moi, je suis très bon ici. Salut Blaise. Alors, oui. Donc, du coup, moi, je voulais plus intervenir sur le côté chimique. Donc, je sais que c'est les topos, c'est beaucoup plus la radiologie, mais en fait, justement, pour payer, on m'entend ou pas? Ça va? C'est bon, les gens? Allô? On vous entend très mal, hein, en fait. On vous entend de très loin. Alors, en fait, docteur, tout le monde a deux appareils ouverts. Je crois que c'est le téléphone et l'ordinateur. Ça donne les échos. Il faudrait bien fermer l'un et laisser l'autre. Ah, d'accord, ok, ça marche. Voilà, donc j'essaie de reprendre un seul appareil. Ça va, c'est bon là? Oui, maintenant c'est bon. Très bien. Donc, en fait, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'en fait, je voulais qu'on insiste un peu sur l'aspect clinique parce que le problème, c'est qu'au Congo, effectivement, c'est cette accessibilité au scanner qu'on ne peut toujours pas avoir à tout moment.
Et c'est comme ça que je remercie Johnny d'avoir appelé en fait les dernières recommandations qui ont été et qui sont d'application actuellement, là, des 2012 qui ont été finalement publiées en 2013, des associations de l'IAA et de l'AAP et qui ont en fait donné 38 recommandations et qu'on utilise maintenant actuellement sur la pancréatite. Mais ce qui est de la clinique, en fait, je voulais insister sur 2 points essentiels sur les diagnostics. Je sais qu'on parle de la radiologie là maintenant, mais en fait, pour avoir les diagnostics d'une pancréatite, je ne parle pas de l'étiologie, mais pour des diagnostics de la pancréatite, dans les 38 recommandations, ça a été assez clair, parce qu'on a besoin de la clinique et de la lipasémie. On n'a pas besoin du tout d'abord de l'imagerie pour dire qu'il y a pancréatite ou pas. Par contre, on en a besoin, Johnny l'a très bien dit, pour la sévérité, c'est-à-dire pour dire diagnostic pancréatite, on a juste besoin de la douleur épigastrique qui est transfixiante, irradiante en postérieur, soulagée par la position ou non, avec une lipase supérieure à 3N. Avec ça, on dit pancréatite. Mais non pour la gravité, hein, donc il y a des scores importants qui ont été retenus là. Les scores cliniques que l'on devra utiliser et qui est même plus accessible que les scores des blâmés dont a parlé Johnny, qui reste important, c'est les scores CIRS. C'est important parce que dans nos milieux où nous n'avons pas toujours accès, non pas seulement à l'imagerie, mais parfois à la biologie, on peut avoir des éléments seulement cliniques, d'accord, pour essayer de se faire une idée de la gravité. Pour les diagnostics, c'est la clinique et la lipasémie supérieure à 3N, mais pour la gravité, c'est le plan clinique, les scores 6, il n'y a aucun élément d'imagerie. Après, comme l'a dit Johnny, hein, on est très mal à l'aise d'évaluer la gravité d'une pancréatite ou sinon son diagnostic avec l'échographie. Mais l'échographie, nous, quand même en clinique, nous le recommandons parmi les examens qu'il faut faire tout de suite et maintenant, surtout pour chercher l'étiologie, surtout biliaire. Hein, ne serait-ce que voir, bon, on peut ne pas avoir les dilatations, mais s'il y a des calculs dans la vésicule biliaire ou pas. Parce que l'existence d'une calcul nous oriente déjà un peu plus, pas à 100%, mais un peu vers les diagnostics d'une cause biliaire, parce que les managing cliniques, ce n'est pas pareil selon qu'il s'agit d'une cause biliaire ou d'une cause alcoolique ou même autre. Donc, c'est très important pour insister sur ces faits-là. Le médecin qui est à Lubumbashi, à Kasumba, ça, pour dire pancréatite, diagnostic, pour l'évoquer, il n'a pas besoin d'une imagerie. Par contre, pour la gravité, et Johnny l'a très bien insisté, ce n'est plus les scores de Balthazar anciens qu'il faut utiliser. Et ça, vraiment, je pense, dans le forum, bien les radiologues, nous, cliniciens, on est beaucoup plus à l'aise lorsque vous nous mettez les scores CTI-SI. Parce que ça nous permet, en fait, de faire une projection sur le pronostic de notre patient et sur sa gravité aussi. Parce que le fait de dire Balthazar A, B, tout ça, ça ne nous avance pas du tout. Quand on donne le pourcentage et on calcule les scores CTSI, qui est très facile à calculer, Johnny nous a fait faire des exercices, je pense qu'on va commencer à bien manager nos patients. Et alors, je voulais insister encore sur un truc. Moi, je suis revenu depuis maintenant 1 an ou 2. Et ce que je suis en train de voir dans nos hôpitaux, c'est quand même incroyable. Aucun diagnostic de pancréatite. Alors que dans les urgences en France, il suffit de passer une garde. C'est très difficile de ne pas mettre la main sur une pancréatite. Ça, parce que les gens, ils pensent qu'il faut avoir les scanners, et Johnny l'a même très bien dit. Le meilleur moment de faire les scanners, c'est au 4e jour. Maintenant, c'est clair, pour nous, les cliniciens, nous attendons le 4e jour. Souvent, on a tendance à voir les diagnostics, on réveille les radiologues aux urgences, fais-moi les scanners, ceci, etc., parce que tu as une douleur qui a commencé à moins de 12 heures. Les radiologues, s'il est gentil, en dehors des critères de gravité, c'est-à-dire instabilité hémodynamique, une douleur qui ne cède pas aux antalgiques jusqu'au palier 3 à la morphine, en ce moment-là, vous réveillez les radiologues. Mais s'il n'y a pas tous ces critères, c'est-à-dire instabilité hémodynamique et ou une douleur qui ne cède pas, parce que ça peut ne pas être la pancréatite, aux antalgiques palier 3, vous n'avez pas besoin de réveiller les radiologues pour avoir votre scanner. Donc, c'est très important ces 2 points. Il y a d'autres points sur lesquels on pourra revenir si, bien sûr, il y a des questions sur les sujets. Voilà un peu ma contribution sur ces points-là. Ok, merci beaucoup, Dr Blaise. En tout cas, c'est vrai que la pratique sur terrain est aussi pour nous intéressante et enrichissante pour pouvoir nous adapter à la réalité de terrain. Donc, merci de nous rappeler que l'échographie a quand même une place primordiale sur place, surtout qu'on n'a pas toujours des scanners à tous les niveaux.
Nous allons donc prendre Madame Mélanie Bavassa, qui elle aussi a levé sa main. Docteur Sandra, merci, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, docteur Edingo, pour ton exposé qui a été vraiment très clair. Je me suis rendu compte que parfois on croit connaître les choses, mais à chaque fois qu'on a un exposé, on nous aide vraiment à se mettre à jour. Alors, j'avais une petite question. Que penses-tu, par exemple, sur le fait de... Est-ce que tu penses que le fait de donner le type, de décrire le type de la pancréatite et la sévérité, est-ce qu'elle change dans les situations où tu as une pancréatite aiguë sur chronique? Par exemple, du fait que tu as déjà des phénomènes inflammatoires qui vont être récidivants, je ne sais pas, qui peuvent déjà biaiser même la prise de contraste, le fait que tu mettes les résultats que tu auras avec le ROI ou même la définition des collections. Est-ce que dans cette situation-là, ça... Ou bien c'est peut-être, je dirais que à ce moment-là, ce serait, bon, on donne globalement le type de pancréatite et il faudrait à ça surtout ajouter le score CTSI. Est-ce que c'est la même situation que quand on a une pancréatite aiguë pour lequel on fait un diagnostic, par exemple, à 72 heures avec une clinique habituelle? Voilà, c'est tout. Oui, bonsoir Mélanie. Déjà, c'est pas les mêmes signes hein, en fait dans les pancréatites aiguës et toutes les pancréatites chroniques. Parce que les pancréatites aiguës, on est vraiment dans le cadre de l'urgence parce qu'avec l'inflammation et tout ce qu'il y a comme nécrose, avec le risque de défaillance multiviscérale, alors que dans la pancréatite chronique, on est dans un stade vraiment, on a beaucoup plus de fibrose et les signes ne sont pas les mêmes. En fait. Donc déjà, dans les pancréatites chroniques, donc on a tout ce qui est atteinte en même temps simultanée du parenchyme hépatique et des canaux. Alors que dans la pancréatite aiguë, on n'a pas ça. Donc, et dans la pancréatite chronique, justement, quand on va dans les types de pancréatite chronique, parce qu'on a deux types dans les pancréatites chroniques, on a les pancréatites chroniques qui sont calcifiantes et les pancréatites chroniques qui sont obstructives, on a vraiment des anomalies des voies, on a vraiment des anomalies des canaux, on a la présence des calcifications, on est vraiment en dehors justement de ce cadre de l'urgence, ce n'est vraiment pas la même sémiologie. Alors que dans la pancréatite aiguë, on est vraiment dans l'inflammation et ce qui fait qu'il est important justement de diagnostiquer, de bien évaluer la sévérité, c'est parce qu'on a des risques de défaillance multiviscérale justement qui peut conduire au décès. Donc, le score de sévérité n'est pas applicable pour les pancréatites chroniques. Sauf que dans certains cas de pancréatite chronique, on peut avoir des pancréatites aiguës sur pancréatite chronique, oui. Mais les scores de sévérité, ça reste vraiment que pour la pancréatite aiguë. Ok, d'accord. Donc, que pour la pancréatite aiguë. Dans les cas de pancréatite aiguë sur chronique, le score de sévérité, donc tu dis que ça ne... Oui, si. Dès qu'il y a le contexte inflammation aiguë, donc le score de sévérité prend tout son sens, en fait. Donc, alors que dans les pancréatites chroniques, non, on n'utilise pas il n'y a pas de score de sévérité. Désolé. Oui, excuse-moi. Donc, au fait, je parle plutôt de l'exemple des cas où tu as un patient qui a déjà fait des pancréatites, c'est-à-dire qui a déjà un tableau de pancréatite chronique. Oui. Ou qui fait une récidive de pancréatite. Oui, mais là, c'est une poussée de pancréatite aiguë sur pancréatite chronique. En ce moment, quand on a une poussée de pancréatite aiguë sur une pancréatite chronique, évaluer la sévérité, ça prend tout son sens parce qu'on est dans un contexte aigu, en fait. Donc, en fait, on revient, donc tout ce qu'il y a comme rémaniement et autres qui peuvent être séquelaires n'influencent pas forcément sur l'évaluation que l'on va faire. De la faire. sévérité, non, c'est pas... Déjà, le pancréatite chronique, le pancréas, il est hétérogène. C'est vrai que ça peut être embêtant, par exemple, comme j'ai vu dans les questions, la question de Lily, là, qui a écrit. Donc, c'est vrai que dans les pancréatites chroniques, le pancréas, il est hétérogène. C'est vrai, mais on peut se dire que voilà, on est en face d'un pancréas hétérogène, mais aussi, on s'est dit que les pancréatites nécrosantes, même si on
n'arrivait pas à bien mesurer, à bien prendre la densité parce qu'on en faisait un pancréas hétérogène, mais on a tout le contexte qu'il y a autour, en fait. Les collections qu'il y a, ce n'est pas le même type de collection. D'un autre côté, on a des collections, les collections qui sont nécrotiques, donc il y aura une densité beaucoup plus élevée que les collections qui sont liquidiennes. Donc, il y a un ensemble de signes qui restent toujours, qui vont nous orienter. Et puis après, une nécrose qui est à moins qui est vraiment très, très minime, sur un pancréas hétérogène, c'est vrai qu'on peut le louper, mais quand on a quand même une nécrose qui fait au moins 30%, en tout cas, elle est visible même sur un pancréas hétérogène. Je ne sais pas si l'expérience de Sandra sur ce sujet-là, mais en tout cas, on peut toujours évaluer la nécrose, même sur une poussée aiguë de pancréatite chronique. Et je pense que c'est un vrai challenge, surtout pour les buveurs invétérés qui feront pancréatite sur pancréatite, donc avec des poussées aiguës sur un fond chronique. Donc ça, c'est un vrai challenge pour le radiologue d'aller reconnaître entre les remaniements, les atrophies de la glande suite à la fibrose, d'aller là-dessus, pouvoir faire la différence sur une zone de non-rehaussement. Je pense qu'un élément qui peut aider, mais qui peut peut-être être difficile dans le contexte de Kinshasa, c'est de pouvoir avoir un comparatif. L'avantage quand un patient est suivi dans le même centre et que les images sont stockées, on a au moins un suivi de l'imagerie. On peut voir à quel niveau on était arrivé lors de la dernière poussée ou du dernier contrôle et voir ce qu'il y a de nouveau et dont on pourrait vraiment faire la part des choses entre le phénomène aigu qui se surajoute à la chronicité. Maintenant, quand c'est un patient qui n'a jamais fait de scanner, que c'est la première fois que vous le voyez alors que c'est déjà un buveur, un alcoolique avec déjà des remaniements que vous ignorez, je crois que là, c'est vraiment, il faut y passer du temps, il faut prendre les densités, il faut mesurer, il faut prendre dans tous les plans, il faut tourner autour de la question pour essayer de départager la part de fibrose et de nécrose. C'est un challenge. Oui, et même les signes associés. Le Oui. fait qu'on reçoit un nouveau patient qui vient, on fait le scanner, on trouve qu'il a une pancréatite aiguë, il a des calcifications au niveau du parenchyme, il a une dilatation irrégulière du canal pancréatique principal. On peut se dire, ah ben, celui-ci, probablement, il a fait une poussée aiguë sur une pancréatite chronique. Donc, c'est vraiment, comme dit Sandra, c'est un gros challenge parce que c'est pas évident. Et puis après, donc, il faut rechercher les signes associés, il faut rechercher, donc, c'est un tout, en fait, dans l'analyse. Ok, merci beaucoup. On va donc prendre Boutamanika aussi qui a levé sa main. Il n'est plus là. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Ben, merci beaucoup. En fait, j'aurais pu être vraiment un bon, pas un bon, peut-être un très mauvais panéliste. Mais donc, je me suis un peu excusé chez le prof Mata. La présentation était excellente, très, très bien. Une très bonne présentation. En revanche, je suis parmi les gens qui sont en train de militer pour les examens paracliniques abusifs et qui sont demandés un peu au pays. Les collègues de Lubumbashi a dit il fait les examens, il fait l'échographie pour la pancréatite. Et pourtant, tout gentil sait que la pancréatite, c'est en fait, ou les radiologues, vous savez très bien que c'est très, très compliqué de faire une échographie. J'aurais appris avec précision, après vous me corrigez les amis, qu'au clinique université de Kinshasa, on ne dose pas la lipasémie. À Lubumbashi, j'étais présent, ils ne dosent pas la lipasémie non plus. Les collègues qui étaient à Kasumbalesa, mais est-ce qu'il fait la lipasémie avant de demander l'échographie ou tout simplement il fait l'échographie? En plus, je ne sais pas si les gens ont bien compris les termes, une pancréatite aiguë, mais c'est une douleur atroce. Même les radiologues, avant de les descendre à l'imagerie, vous nous demandez toujours de pouvoir les refroidir. Parce que sinon, l'examen sera beaucoup plus compliqué en radiologie, en imagerie. Donc, je voudrais savoir, finalement, on a fait un topo sur la pancréatite aiguë il y a 2 semaines. Il y a un étudiant qui l'a présenté un peu dans les forums des copains de l'Afrique du Sud, que j'ai essayé un peu de superviser.
apparemment, il n'y a que 2 ou 3 labos à Kinshasa qui dosent la lipazine. Apparemment. Alors, je ne sais pas sur base de quoi vous posez le diagnostic de pancréatite et en demandant l'échographie, qui est un examen complètement obsolète, quoi. Donc, je ne sais pas si les collègues qui sont à Kasumbalesa ou ça, est-ce que vous dosez la lipasémie ou pas? Si vous ne la faites pas et que vous demandez une échographie, ça devient complètement un examen paraclinique abusif. Ça me paraît abusif. Un tout petit peu. Donc, voilà. Donc, juste pour dire qu'effectivement, toutes les réponses ont été données. Le collègue qui vient de la France, qui est retourné au pays, il a bien dit qu'il est étonné de voir qu'on pose presque rarement des diagnostics de pancréatite. Et pourtant, ici, nous, aux urgences, c'est presque tout le temps. Dieu seul le sait, avec tous les titres qu'on prend chez nous, on devait avoir un peu, quand même, un nombre un peu plus élevé de pancréatites en plus de la population. Donc, moi, je pense que vous ne pouvez pas demander une imagerie. Donc, je retourne la même question également aux radiologues qui sont au pays. Est-ce que les collègues qui vous demandent de faire les scanners ou les échographies pour diagnostiquer une pancréatite, est-ce que vous leur posez la question de savoir s'ils ont fait la lipasémie ou pas? Merci. On va demander au docteur Blaise de nous répondre à cette question. Je ne sais pas quelle est son expérience sur le terrain. Oui. Alors, merci beaucoup pour la parole. Donc, j'ai bien suivi notre chère Eddy Manika et ses préoccupations. Alors, 2 choses. Et c'est vrai qu'en fait, mais moi, j'étais étonné, donc, en retournant au pays il y a 1 an maintenant, de ne trouver presque pas de diagnostic de pancréatite aussi bien documenté, peut-être un tout petit peu évoqué, mais assez rapidement. Mais il y a des choses qui ont changé depuis, en fait, on va dire 1 an ou 1 année et demie. Aux cliniques universitaires, on dose bien la lipasémie. Là, il n'y a pas assez de problème. Mais moi qui travaille là-bas et dans ma clinique privée, je peux vous assurer que dans ma clinique privée, on dose dans lipasémie. Et il y a, dans la ville, j'ai circulé un peu plus de 10 labos maintenant qui sont capables de doser la lipasémie. Les problèmes, c'est en fait l'information au niveau des cliniciens et qui devrait passer. Nous avons essayé de commencer de faire la sensibilisation sur la question. Sur le fait qu'il y ait douleur épigastrique aux urgences, les malades, voilà. Alors, c'est vrai que la douleur, la pancréatite est assez caractéristique, mais ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, ce n'est toujours pas le cas. Mais toute douleur épigastrique, il faut doser la lipasémie. Les pratiques commencent à changer. Il faut passer l'information, mais ça commence à venir. Le problème aussi, c'est la relation avec les radiologues. C'est très facile quand on est en Occident, mais ici, vous êtes aux urgences, vous avez une douleur épigastrique, votre lipase que vous demandez, peut-être ça vous arrive 48 heures, 3 jours après. Ça, c'est ce qui est anormal, même si ça commence à changer. Le moment de demander les scanners, c'est peut-être qu'on a déjà passé les 72 heures, on est déjà là. Enfin, alors, ça se demande souvent pas aux urgences, c'est souvent aussi en hospitalisation. Les collègues qui ont repris les cas, ils demandent les scanners un peu plus tard. Très rares sont des centres où on peut obtenir les scanners sur la suspicion d'une pancréatite avec une douleur et une lipase. Voilà, il faut quand même relativiser les choses. C'est vrai que la situation a été catastrophique il y a encore 2 ou 3 ans, mais maintenant, avec l'apport de la FMED et des collègues qui reviennent, avec les échanges, nos collègues sur terrain, je parle de la ville de province de Kinshasa, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur du pays, commencent quand même à améliorer la qualité de leur prise en charge et on commence à avoir un peu plus de diagnostics de pancréatite aiguë aux urgences. Voilà un peu ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Et donc, c'est aussi à ça que servent ces leçons que nous nous éprouvons à faire, c'est qu'on puisse échanger et là-dedans, tirer des leçons et améliorer la pratique au quotidien afin de pouvoir améliorer la prise en charge de nos patients. Donc ici, je vois qu'il y a une dernière main, celle du docteur Joël Moutamba, à qui je vais passer donc la parole maintenant.
Oui, allô, bonsoir à tous. Bonsoir, docteur Johnny. Merci encore pour votre exposé qui était intéressant, très, très intéressant. C'est un sujet passionnant. J'ai travaillé sur le pancréas comme mon sujet de fin de spécialisation, donc c'est un organe qui me passionne énormément. Alors, j'ai une question simple, docteur Johnny, c'est une question d'interne, une question que je me posais moi-même et que beaucoup d'internes se posent aussi. C'est comment quantifier ou déterminer les collections péripancréatiques. Pour peu que notre collection péripancréatique soit au niveau caudal et qu'elle soit en continuité avec une coulée dans la gouttière pariétocolique et pelvienne finalement, est-ce qu'à ce moment-là, ça fait 2 collections ou c'est une seule collection qui s'étend dans tout le côté droit? Comment est-ce qu'on démêle, comment définir lorsque les collections ne sont pas bien organisées, qu'on a une collection ou qu'on en a 2? Déjà, ça c'est une très bonne question en fait, parce que ça reste toujours très difficile. Déjà, la première difficulté, c'est faire la part des choses entre la collection et l'épanchement, parce qu'on a aussi l'épanchement qui est libre dans le péritoine, donc il ne faut pas le confondre aussi avec la collection, et puis aussi d'évaluer si on a 2 ou une collection. Mais dès qu'on est déjà dans un espace, quand on est dans l'espace rétropéritonéal, qu'on a déjà 2 espaces qui sont atteints à 2 endroits, qu'on soit en péripancréatique et au niveau, par exemple, du fascia pararénal antérieur ou qui diffuse vers l'arrière-cavité des épiplans. De toute façon, nous, on préfère le taxer comme étant 2 collections, en fait, parce qu'on augmente justement le score CTSI, comme ça, le patient, il sera mieux surveillé, en fait. Donc, c'est toujours très embêtant parce que parfois, la collection, elle commence en péripancréatique, elle fuse vers le fascia pararénal antérieur, elle remonte vers l'avant au niveau de l'arrière-cavité des épiplans. On a des collections qui diffusent vers la racine du mésentère. Donc, c'est toujours très compliqué. Mais quand on a au moins 2 espaces comme ça, 2 endroits atteints, on préfère parler de 2 collections. C'est une collection qui diffuse. On évite de dire que c'est une seule collection. On préfère mettre en Balthazar E avec un score à 4. Ok, docteur, merci beaucoup. Donc, en résumé, vous nous dites que lorsqu'on a au moins 2 espaces, donc rétro et péritonéal, déjà on considère que c'est 2 compartiments. Et lorsqu'on a 2 étages plus ou moins, mieux vaut upgrader, c'est-à-dire avoir un score CTSI plus élevé plutôt que de sous-grader la pancréatite. Exactement. Donc, on peut avoir une grosse collection, c'est vrai, qui diffuse un peu partout. Dire que cette collection et la mettre en Balthazar D, c'est un peu, voilà, un peu sous-estimer la chose. Donc, on préfère mettre en Balthazar E et comme ça, mettre avec un score à 4, donc nécessite une meilleure surveillance, en fait. Après, ça, c'est dans la pratique. En fait, on évalue. Ce qu'on me dit, c'est vraiment au cas par cas. Après, il y a ce qu'on dit dans la théorie. Et puis, il y a la vraie vie. Quand on est en train d'analyser le scan, on apprécie. On s'est dit, voilà, il y a cet étage qui est atteint. Là, on est ici, c'est atteint. On s'est dit, bon, c'est un Balthazar E. Donc, c'est vraiment une appréciation au cas par cas. Merci beaucoup, docteur Johnny. Merci encore. Voilà, nous avons une dernière main qui se lève, donc nous allons passer la parole à Matimbo, je vois, et donc il est déjà 22h35, donc nous allons bientôt laisser le docteur Johnny aller se reposer aussi de sa journée. Donc voilà, on vous écoute. Bonjour. Vous m'entendez là? Vous nous entendez? Vous avez la parole. Oui, je vous écoute. Vous m'attendez là? Oui, oui, allez-y, on vous entend bien. Ouais. Bonsoir Sandrine. Salut Oui. Johnny. Salut. Merci pour une brillante exposé là. Salut Blaise pour votre intervention. Moi, je suis aussi gastro-entérologue. Puisque j'ai vu docteur Manika, je voulais un peu intervenir puisque la lipasémie, ça fait longtemps chez nous, aux cliniques universitaires, il y a un moment, on ne dosait pas. Et puisqu'il y avait plusieurs patients qui venaient
en consultation aux urgences avec des syndromes douloureux au niveau abdominal. Et là, les diagnostics, c'était plus avec des signes de CIRS. Les diagnostics, c'était plus un sepsis à porte d'entrée digestive. La plupart des diagnostics, c'était comme ça. Mais à un moment donné, quand il y a eu un vent avec la jeunesse, de Dr Batumona, de Montserrat, de Matimbo, commençait maintenant à doser la lipazémie. Maintenant, ça s'est répandu et partout où nous passons, on fait la lipazémie, on dose la lipazémie ici au Congo, un peu même dans des petits centres aussi. Mais comme Dr Batumona l'avait bien dit, il y a un problème aussi d'information. C'est bien l'idée des Zooms comme ça. Ça va permettre aussi dans notre pays pour que les gens puissent faire des formations continues pour des informations pareilles. Ça va leur permettre de bien faire des choses de façon uniforme. C'était juste une intervention et juste pas des questions à poser puisque l'exposé était clair, nickel. Et Dr Batumona avait bien précisé. Là, j'interviens, c'est juste, il y a des douleurs abdominales atypiques, puisque ce n'est pas seulement transfixiante, mais on peut avoir des douleurs atypiques. Et le médecin doit avoir vraiment ça, fleur clinique, pour dire, voilà, il faut doser quand même déjà d'urgence de la lipazémie. Merci. Sur mon intervention, c'était juste là. Merci beaucoup. C'était très bien exposé. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, merci Johnny. Je pense que nous avons fait le tour de la question et nous en avons tiré une leçon. Donc, désormais, à Kinshasa, les centres, tous les laboratoires vont doser la lipazémie dès qu'il y aura une douleur abdominale et qu'on aura tous les éléments score clinique qui nous orientent vers une suspicion de pancréatite aiguë. Et alors, nous aurons donc de meilleures orientations diagnostic pour une meilleure prise en charge clinique. Merci encore, Johnny, pour cet exposé clair, didactique et qui aura permis tant aux cliniciens qu'aux radiologues de pouvoir améliorer leur pratique. Voilà, merci à tout le monde. Merci pour votre attention. Merci. Bonne soirée. Merci. Et je replace donc à Monsieur Ngimbi s'il y a des choses à rajouter. Sinon, ben voilà, merci pour l'aide et pour la technique. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, Johnny. Au revoir, Johnny. Au revoir, Blaise. Au revoir. Au revoir à Oui, tous. ça va très bien. Merci. On se revoit dans des